Alors effectivement, aujourd'hui, il est question d'intelligence collective. Et c'est assez amusant, parce que quand on commence à travailler ce sujet, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'intelligence collective. Il n'y a jamais eu autant de think tanks collectifs, il n'y a jamais eu autant de possibilités en ligne d'échanger différentes informations, de co-construire. Il n'y a jamais eu autant, même dans le monde de la science, c'est un monde aussi où de plus en plus on a des labos de chercheurs et pas la figure d'un scientifique isolé. Donc on pourrait se dire plus que jamais que l'intelligence collective est vivante, présente et de plus en plus ancrée. Vous-même, quand vous m'entendez dans cette introduction, l'intelligence collective vous dit quelque chose. Ce sont des moments que vous avez vécus. Alors peut-être pas dernièrement dans votre vie professionnelle, même si je vous le souhaite. Peut-être que vous en avez des souvenirs à l'école, de balles aux prisonniers, où vous étiez en train de jouer collectivement avec vos camarades. Donc ce n'est pas un concept qui nous est étranger. C'est quelque chose qu'on a autour de nous. Et pourtant, même si l'intelligence collective, nous en avons tous un vécu, même si elle semble partout, et pourtant, aussi vivante soit-elle, je vais commencer par un petit sondage. Alors, c'est un sondage européen, je le précise, parce que c'est un sondage Ipsos, donc qui est fait, mais qui est vraiment à l'échelle européenne. Quand on a demandé, l'année dernière, à des sondés, quelle était la chose la plus difficile pour eux dans leur vie professionnelle. Donc évidemment, c'est limité aux professionnels. La tranche d'âge 18-25 ans a répondu à 82% des difficultés à travailler avec autrui. Calmons-nous les plus de 25 ans ici présents. Calmons-nous. C'est 74%. Donc on n'est pas non plus dans une grande fête. Alors évidemment, comme toujours, quand on donne des sondages, et c'est pour ça que je ne voulais pas provoquer, mais je voulais quand même qu'on pose ce pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire difficulté de travailler avec l'autre? Alors sans doute que ça peut évoquer tout un tas de choses derrière le difficile. Sans doute qu'il y a peut-être le rapport au temps, le rapport à la communication, le rapport même à l'espace de travail. Donc plein de choses se jouent. Toujours est-il, et effectivement, ces 82% chez les 18-25 ans nous questionnent quand même particulièrement sur l'avenir professionnel et l'avenir de la coopération. Ça veut dire quand même que pour ces 82%, quand on leur demande ce qu'il y a de plus dur, c'est l'autre. Vous voyez, d'une manière un peu caricaturale et raccourcie, mais quand même, ça veut dire que la première chose, c'est pas le temps, c'est pas le salaire, c'est pas la cadence, le contenu, mais c'est l'autre. Donc c'est ce rapport à l'altérité. Donc évidemment, quand on entend ce chiffre, et puis quand on commence avec un tout petit peu de lucidité à dérouler ce que nous vivons tous ces derniers mois, ces dernières années sans doute, on voit bien que le vivre ensemble est particulièrement fragmenté. Alors moi, je vous parle depuis la France, qui connaît plus que jamais des divergences profondes, mais je suppose qu'en Belgique, vous les connaissez aussi, et vous en avez des perspectives. Donc que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie intime, que ce soit dans notre vie à l'échelle de la société, se faire couple, faire famille, faire équipe, faire société, nous semble de plus en plus difficile. Et tellement difficile qu'on finit par se dire, en fait, comment continuer à être ensemble, vraiment? Que faire de ces quelle est la finalité de ces 82% chez les 18-25 ans? Est-ce que c'est rester derrière son ordinateur, en télétravail chez soi? Est-ce que c'est communiquer avec une IA plus ou moins complaisante et plus ou moins sympathique? Bon. Quelle est la finalité? Donc j'avais envie, parce que effectivement, mon métier est non seulement de modestement être une passerelle vers la philosophie, mais mon autre facette, c'est de créer des écoles. J'ai 5 écoles, 2 crèches, donc j'ai quand même encore un peu envie de croire qu'on a 2-3 trucs à se raconter collectivement. Donc j'avais envie de vous proposer ce soir cette réflexion. Comment ça se fait déjà que l'intelligence collective devienne quelque chose de si difficile? D'où vient-elle? Et comment la faire jaillir à nouveau? Comment la raviver?
Et c'est ce qu'on va essayer d'observer ensemble ce soir, avant évidemment d'accueillir vos questions et vos réflexions, puisque l'idée n'est pas juste d'une transmission où je parle toute seule d'intelligence collective, ce qui quand même viendrait souligner un léger paradoxe. Donc, techniquement, pour revenir à qu'est-ce que l'intelligence collective, parce que même si on se met d'accord, et évidemment que vous en avez tous une idée, mais moi, voilà, je suis à l'origine philosophe du langage, donc j'avais envie qu'on reprenne la définition ensemble. Je vous lis la définition du dictionnaire Robert, pas de mon dictionnaire, mais néanmoins, vous allez voir qu'elle pose déjà pas mal le problème. Techniquement, l'intelligence collective se manifeste par le fait qu'un groupe d'individus qui coopèrent peut résoudre des problèmes plus efficacement que lorsque les individus travaillent isolément. Et là, on voit bien le souci. Combien d'entre nous, je dis bien nous, pas vous, combien d'entre nous sont plutôt convaincus de résoudre les problèmes plus efficacement tout seuls qu'en coopérant ? Combien de fois dans notre journée, on se dit « laisse, je vais le faire ». Pas la peine, je vais le faire. Parfois en préférant même se surcharger, parfois en acceptant d'aller encore beaucoup plus loin, parce que finalement, on se dit le temps que ça va me prendre, non seulement d'expliquer, d'essayer de voir comment l'autre travaille, de lui transmettre ce que je veux, finalement, je vais le faire. Donc, on comprend assez vite, vous voyez le paradoxe de le départ, c'est tout le monde adore l'intelligence collective, tout le monde connaît, oui, mais personne ne veut travailler avec l'autre. En fait, le paradoxe de départ se traduit déjà dans cette première définition, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'on coopère, est-ce qu'on est vraiment convaincu de l'intérêt de la coopération ? Et c'est ça, toute la difficulté. Donc effectivement, il y a déjà cet enjeu dans l'histoire de l'humanité. Le concept d'intelligence collective, je vais vous en faire une rapide histoire, pas du tout pour vous plonger dans une histoire un peu lourde de l'histoire de la philosophie, mais pour vous montrer que la particularité, c'est qu'évidemment, dans l'histoire de la civilisation, on a fait preuve d'intelligence collective, mais on l'a conceptualisée extrêmement tardivement, ce qui déjà est un signe du rapport ambigu que nous avons à cette notion. Donc, le tout premier... alors vous allez voir, à parler d'intelligence collective, mais sans la nommer, c'est-à-dire il n'emploie pas le terme intelligence collective, c'est Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet, pour vous le situer, on est au XVIIIe siècle, philosophe des Lumières, et donc Nicolas de Condorcet doit quand même un peu justifier l'importance des assemblées délibératives, puisqu'on est en pleine Révolution française, donc il faut quand même justifier que c'est mieux de penser ensemble qu'un mec tout seul. Et donc Nicolas de Condorcet propose un théorème où il établit que la probabilité qu'un individu isolé prenne une bonne décision est inférieure à la probabilité qu'un collectif prenne une meilleure décision. Et donc pour Nicolas de Condorcet, dans ce théorème, plus le collectif est important, meilleure va être la décision, plus le collectif est réduit, moins bonne va être la décision. Donc Nicolas de Condorcet propose ce théorème en disant que chaque votant a une probabilité de chance supérieure à 50% de prendre une bonne décision, plus l'Assemblée est grande. Mais peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vous dire, et c'est ce qui surgit déjà. Il y a deux problématiques chez Nicolas de Condorcet, même si on comprend l'intérêt d'être plus nombreux pour prendre cette bonne décision. Il y a deux problématiques. Un, Nicolas de Condorcet parle de délibération. Est-ce que véritablement on délibère aujourd'hui en votant ? La deuxième problématique, qu'est-ce qu'une bonne décision ? Donc le théorème de Nicolas de Condorcet, évidemment, est une justification de l'importance de la délibération, de l'Assemblée, du débat, en fait. Le seul souci, c'est qu'on est déjà dans une contrainte complexe. C'est-à-dire, encore faut-il débattre ? Encore faut-il délibérer, encore faut-il avoir des espaces de débat possibles. Donc, vous voyez, c'est le tout premier à raconter l'importance pour une voie juste pour une société, mais en même temps, c'est aussi déjà une contrainte donnée. Donc, tout premier, Nicolas de Condorcet, cet enjeu de la délibération pour bien décider. Pour attendre la première vraie formulation, la formulation exacte, c'est-à-dire intelligence collective, il faut attendre un des pères de la sociologie américaine, Frank Ward,
qui a été assez oublié et qu'on n'étudie pas toujours. Je ne sais pas si on l'étudie en Belgique, mais en France, assez peu. Et pourtant, en 1906, il écrit ceci. « La mesure avec laquelle la société va évoluer dépendra de son intelligence collective. C'est à la société ce que la puissance du cerveau est à l'individu. » Et donc, pour Frank Ward, dans des pages qui sont assez émouvantes, mais comme je vous le disais, qui ont été pas mal oubliées, c'est presque un cri pour dire « Attention, c'est la chose qu'on devrait le plus considérer. Si on avait un enjeu de société numéro 1, ça devrait être de soigner notre intelligence collective, parce qu'une société ne peut pas évoluer si on ne soigne pas l'intelligence collective. Si la coopération n'est pas implantée dans tous les niveaux en fait, de la société, de l'école, jusqu'évidemment au monde professionnel, dans toutes les sphères. Donc Ward écrit des pages assez bouleversantes en fait, pour vraiment mentionner cet apport, cet intérêt, cet enjeu majeur. Manque de chance, il a été quasiment oublié. Donc on a Nicolas de Condorcet, l'importance de la délibération, mais c'est une grosse contrainte. On a Frank Ward, 1906, c'est un enjeu de société majeur, mais finalement, il ne remplit pas, disons qu'il ne marque pas son temps d'une manière suffisamment convaincante pour que vraiment il puisse être suivi. Quelques décennies plus tard, rassurez-vous, j'avance, hein, mais parce que c'est important, parce que chaque auteur que je vais vous mentionner, vous allez voir, va rajouter une contrainte. Enfin, rajoute une difficulté, et donc nous montre aussi pourquoi ça se construit. John Dewey, philosophe américain, qui lui est aussi un grand pédagogue, hein, puisqu'il a vraiment établi des systèmes pédagogiques assez passionnants autour de la pédagogie par projet, je vous en parlerai rapidement. Lui ajoute une donnée majeure, fondamentale, et qui est importante pour penser l'intelligence collective. Il ajoute l'intelligence collective, oui, mais opérée par l'action coopérative. Et en fait, ce que veut dire John Dewey, c'est, certes, c'est important de délibérer, certes, c'est important d'être intelligent en commun, mais si ce n'est pas suivi par des actes de coopération, si ce n'est pas suivi par des projets menés en commun, si ce n'est pas suivi par du vécu, finalement, ça s'écroule, quoi. Et finalement, ça désengage les individus, parce qu'il y a ce côté, on a réfléchi en commun, mais ça mène à rien. Ça ne nous amène à rien. Donc pour John Dewey, il faut toujours que l'intelligence collective, donc ce temps, il reprend Condorcet, ce temps de délibération, de pensée, se traduise de manière très concrète. Et c'est ce qu'il va mettre en place dans ces écoles, d'ailleurs, en faisant vraiment de la pédagogie par projet, en mettant les enfants et les adolescents en situation, c'est-à-dire de devoir délibérer, mais de devoir aussi agir. Et de manière très concrète, parce que dans ces écoles, vraiment, dès le plus jeune âge, toi, tu es obligé de porter ça, moi, je vais amener ça, toi, tu vas clouer ça. Ils fabriquent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, évidemment, la coopération en acte. Et vous voyez, ça convainc beaucoup plus l'intelligence collective, puisqu'on comprend où va notre intelligence collective. Et John Dewey sera assez critique de systèmes de société où on donne l'illusion aux gens d'avoir une parole collective, mais où finalement l'action est déterminée en fait par des individus seuls qui agissent et qui de toute façon donnent un peu le délibérer ensemble, mais ça ne va pas se traduire. Donc, Condorcet, délibération, Frank Ward, c'est un enjeu de société, John Dewey, ok les gars, mais avec de l'action coopérative. On avance un peu dans notre histoire. Ça va, c'est l'histoire du XXe siècle, j'aurais pu commencer à l'Antiquité. Vous avez de la chance que ce soit un concept récent. On avance en 1971, et cette fois-ci, c'est un psychologue. Et je fais une mini parenthèse, mais vous avez remarqué, sociologue, philosophe et pédagogue, psychologue. Pourquoi ? Parce que l'intelligence collective touche toutes les sciences humaines. En fait, c'est une des rares notions extrêmement transversales dans la pensée. Comme si on était obligé de l'apprendre par tous les bouts, par tous les bouts de l'humain, en fait, pour vraiment la penser et la valoriser. Donc le psychologue David Wechsler enfonce vraiment la réflexion en donnant lui aussi une contrainte supplémentaire qui n'est pas seulement la délibération, l'enjeu de société ou l'action, mais cette fois-ci, il dit « Une intelligence peut être réellement nommée collective si elle implique l'effort mental d'un groupe et non d'un seul individu leader.
Parce que ce que veut dire David Wechsler, c'est que est-ce que le groupe travaille réellement ensemble? Et la problématique mentionnée par Wechsler, et que là aussi je crois que nous l'avons tous vécu, et que bien souvent quand on fait du travail de groupe, on fait du travail d'un leader charismatique, et croyez-moi, je fais des écoles et je vois ce phénomène dès 5 ans. On a un leader charismatique qui dit bah, « toi tu fais ça, moi je fais ça, toi tu fais ça », et en fait, qui, par sa présence, par son charisme, parfois évidemment par son intelligence et sa pertinence, mais ce n'est pas de la pensée collective. Et David Wechsler insiste en disant « c'est de l'intelligence collective quand les personnes travaillant ensemble élaborent une meilleure réponse, et pas juste rejoignent un chef, mais élaborent une meilleure réponse parce qu'ils ont fait fonctionner leurs esprits en commun. Et parce que le fait d'avoir réellement délibéré, réellement débattu, fait émerger quelque chose de différent, à laquelle il n'aurait pas pu donner naissance si c'était juste quelqu'un qui embarque les autres. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est différent. Et donc là, il y a une problématique évidemment qui émerge. Il ne s'agit pas juste de réunir des gens dans une salle pour les rendre intelligents. Sauf ici, évidemment, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est ça, pour David Wechsler, bah non, en fait, de la même manière que John Dewey, c'est ne nous donnons pas l'illusion que c'est de l'intelligence collective parce qu'on donne bonne conscience de juste réunir des groupes. C'est une méthodologie de travail particulière. Et Wechsler insiste sur l'importance de la participation, l'importance de la coopération réelle, donc en acte, comme le dit Dewey. L'importance, le terme est pas très joli, pas très élégant, mais assez parlant. Il parle de fertilisation croisée. Donc ok, il se passe quelque chose parce qu'on se parle, quoi. Et donc vraiment, on se nourrit l'un et l'autre. Et donc, David Wechsler va un peu plus loin et pousse même l'idée en disant parfois, c'est même plus dangereux de réunir un groupe. Et c'est aussi une manière de répondre à Nicolas de Condorcet. Parfois, justement, plus on réunit un groupe important, sans cette méthodologie de la fertilisation croisée, de l'échange, plus finalement le groupe se désengage au profit de quelques-uns qui vont parler et qui vont prendre des décisions à la place des autres. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec ce genre de sujet, c'est qu'on l'a vécu en classe, comme on l'a vécu dans notre vie professionnelle, comme on le vit à l'échelle démocratique. C'est-à-dire il y a toujours des individus qui, dans un tour de table, prennent plus la parole que les autres, et qui du coup monopolisent un peu la conversation. Pour peu qu'on soit un peu introverti, un peu timide, on va se dire j'avais un truc à dire mais je vais pas le dire parce que c'est pas le moment, c'est bon, et puis l'autre a parlé et c'est terminé. Donc en fait, David Wechsler dit non seulement c'est compliqué parce que du coup plus le groupe est important, plus il y a des gens qui vont se désengager, mais au-delà du désengagement qui pourrait être un peu neutre, plus le groupe va se déresponsabiliser. Et c'est là aussi où David Wechsler tire une sonnette d'alarme et finit par dire c'est comme ça qu'on tombe dans la psychologie des masses et qu'on arrive à des décisions finalement qui nous paraissent insensées et qu'on se dit mais comment ça se fait qu'on ait pris une décision si insensée ? Parce qu'en fait, personne n'a participé. Et cette intelligence collective n'a pas du tout fonctionné. Ce qui a juste fonctionné, c'est un groupe et des leaders ou des individus, des paroles plus fortes que d'autres. Donc, vous voyez qu'on rajoute une contrainte qui est vraiment une véritable délibération avec Condorcet, un enjeu de société avec Ward, une action coopérative avec John Dewey, et cet enjeu de la fertilisation croisée, du véritable débat et de la participation avec David Wechsler. Le tout dernier, mais qui rejoint les autres sur l'intelligence collective, c'est peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est Jürgen Habermas, un philosophe allemand, qui dit encore faut-il pour délibérer et pour faire tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la délibération de Condorcet et même David Wechsler, la participation, encore faut-il être capable d'avoir une éthique de la discussion. Et une des problématiques aujourd'hui, alors je ne sais pas vous, mais c'est quand même, est-on capable de rejoindre une même table ? Est-on capable de s'asseoir autour d'une table ? Et d'avoir une éthique de la discussion, c'est-à-dire est-on capable ? Et c'est une vraie question de fond, avec des gens qui ont des opinions extrêmement contraires aux nôtres
Est-on encore capable de s'asseoir autour d'une table et d'écouter et d'argumenter? Ça ne veut pas dire arriver à un consensus, hein, mais d'écouter, d'argumenter, de respecter. Quand on dit éthique de la discussion, bon, Habermas est extrêmement précis sur ce terme, mais on peut déjà le comprendre comme une sorte de règle du jeu, en fait, de ne pas hausser le ton, d'écouter l'autre, d'être capable d'articuler une pensée audible, d'entendre réellement les arguments d'autrui et pas seulement de se dire « Attends, moi je vais lui balancer ça, tiens, tu vas voir. » Bon. Donc on se rend bien compte, en arrivant avec cette grande définition, qu'entre le moment où déjà on n'était pas persuadé qu'on allait résoudre le problème plus facilement avec les autres, mais en plus avec toutes les contraintes que je viens de vous dire, on peut se dire qu'on comprend quand même un peu plus pourquoi l'intelligence collective n'est pas aisée et que 82% de notre jeune génération répond « non, je ne vais pas y aller ». Je ne vais pas participer. Donc évidemment, on pourrait s'arrêter là, mais et aller boire des verres pour oublier qu'on ne peut plus vivre ensemble. Mais comme il me reste quand même un peu de temps, j'essaye de me dire comment nous pouvons quand même essayer de résoudre tout ça. Et pour éviter justement toutes les dérives du groupe, toutes les difficultés, il y a... Depuis les années 80, il faut savoir que le sujet de l'intelligence collective est extrêmement travaillé dans les sciences humaines. Il y a eu un nombre colossal de thèses, et c'est amusant, parce que c'est eu égard à la difficulté que ça représente. Il y a eu énormément de travaux de recherche sur l'intelligence collective. Et donc, on s'est dit que c'était visiblement tellement compliqué chez les humains qu'on est allé regarder l'intelligence collective ailleurs. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, on est allé la regarder, évidemment. Alors, ça pourrait être chez les animaux, mais c'est en particulier chez les insectes. Et pourquoi c'est intéressant? Et donc, il y a eu une espèce d'effervescence en se disant l'endroit où vraiment l'intelligence collective fonctionne, ce sont chez les insectes. Et l'idée est de comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas juste d'observer et d'étudier les insectes, même si moi, l'entomologie est une passion secrète, mais je ne suis pas venue là ce soir pour vous parler de ça, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez les insectes et pas chez nous. Ou du moins, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, effectivement, il y a deux entomologistes qui s'appellent Edward Osborne Wilson et Berthold Dobler, qui vont particulièrement étudier l'intelligence collective chez les fourmis. Vous avez tous en tête, j'en suis certaine, des images de ces grosses masses noires qui se déplacent toutes seules, enfin, qui se déplacent avec fluidité, comme si c'était une seule fourmi, alors que c'est une énorme masse de fourmis. Et donc, c'est ce qu'ils vont appeler un super-organisme. Ils vont créer ce concept, qui est un concept en fait socio-biologique, c'est-à-dire que c'est à la fois un concept sociologique, mais en même temps, ça correspond à une réalité biologique. Et donc, ils vont observer très attentivement pendant des mois et des mois le fonctionnement de ces super-organismes, donc de ces colonies d'individus qui travaillent de concert, et ils vont remarquer une chose assez passionnante pour notre affaire de ce soir, c'est qu'en fait, pourquoi ça se déplace avec tellement de fluidité? Parce que le super-organisme a un but commun. Toutes les fourmis ont un but commun. Donc, c'est aller nidifier tel endroit ou aller récupérer de la nourriture à tel endroit. Et du coup, non seulement il y a un but commun très clair, deuxièmement, ce but commun très clair a été communiqué explicitement à l'ensemble des individus. Donc, finalement, a été nommé, c'est-à-dire avec vraiment une transmission à tous les individus. Et là, on se rend bien compte de notre problématique. Un but commun, explicite, transmis clairement. Et là, prenons nos couples, nos familles, nos équipes dans le monde professionnel, et puis alors prenons notre société, et là on se dit, ah, effectivement, but commun, partagé et explicite, on n'y est pas tout à fait. Donc, le point de départ de cette réflexion, et qui va être le fil conducteur de tous les autres piliers que je vais mentionner ce soir, mais vous voyez que la première étape, c'est déjà de se dire, alors peut-être modestement, parce qu'un but commun, attention, ne veut pas dire qu'on n'a pas de but individuel. Mais ça veut dire que et on reprend l'histoire de pédagogie par projet de John Dewey, sur un projet clé, on a un but commun. Qu'est-ce qu'on veut?
Bon, bah voilà, bah alors John dit oui, bah voilà, il faut identifier très clairement pour les enfants, bah on va construire une cabane à tel endroit. Ah, ok, c'est ça le but commun, et donc c'est transmis, c'est explicite, c'est traduit. Moi, j'interviens beaucoup dans le monde de l'entreprise et dans l'accompagnement de dirigeants. Bien souvent, quand je demande à des équipes individuellement, mais quel est le but commun? C'est quoi? Mais parfois même, qu'est-ce que vous faites? Parce que parfois, je découvre des métiers. Bah, on est surpris de constater que c'est pas toujours si clair, en fait. Qu'est-ce que vous faites? À quoi je participe réellement? Donc, ce but commun est explicite. Je vous passe l'étape des abeilles, mais c'est la même chose chez les abeilles. Je vous épargne ma passion pour les insectes ce soir, mais en tout cas, sachez que le constat est exactement le même. Et toujours une importance du langage et de la transmission. Donc de l'explicite. Et moi, c'est un point qui me touche beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses, je crois, qu'on laisse implicites. Et qui sont complexes en fait dans notre vivre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, prenez aussi bien à l'échelle intime que professionnelle, on a toujours l'impression que l'autre sait. Que l'autre sait qu'on l'aime, que l'autre sait ce qu'on attend de lui, que l'autre sait quel est notre objectif, que l'autre sait... Et en fait, il y a tellement de choses qu'on laisse implicites que c'est très difficile en fait d'interagir, parce qu'on ne sait pas tellement à partir de à quel endroit parle l'autre. Donc déjà, avoir un but commun. Et là, on se rend compte que cette histoire de but commun, au-delà des fourmis et des insectes, au-delà des fourmis et des abeilles, par exemple, dans une équipe de foot qui fonctionne, c'est ça. Ok, l'objectif, c'est de gagner. Dans un orchestre, en fait, l'objectif, on joue tous une partition, je vais en parler avec Richard Sennett juste après, mais l'objectif commun, c'est de jouer cette partition avec le plus d'harmonie et de fluidité possible. Donc vous voyez, les endroits outre les fourmis et les abeilles où ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des cadres assez clairs de transmission de buts communs. Et là, on retrouve cette intelligence collective, vivante, créative, immédiate, qui forme un spectacle assez rare. Et la beauté, justement, de ce super organisme qui va fonctionner parfaitement. Les autres points, au-delà de ce but, qui est vraiment cette histoire de but commun explicite, c'est, je dirais, le socle quand on veut commencer à refaire jaillir l'intelligence collective. Ensuite, tous les travaux que je mentionne en sciences humaines, pour ceux que ça intéresse, je fais une parenthèse, mais je communiquerai une boîte à outils avec une bibliographie et des références pour ceux qui ont envie de creuser ce sujet. Toutes ces recherches que je vous mentionne en sciences humaines, on a déterminé, c'est pas moi de manière arbitraire, mais plusieurs piliers de l'intelligence collective. Et là où j'ai envie de vous sensibiliser, c'est que on se rend bien compte, mais à ce stade de l'intervention, vous l'avez en tête, qu'en fait, c'est pas inné, ça se construit. Et qu'en fait, il faut avoir la volonté de construire de l'intelligence collective. Donc, que les piliers que je vais mentionner, c'est des piliers qui se travaillent, en fait, qui ne sont pas immédiats, qui ne sont pas si simples, qui demandent de la volonté, quel que soit le collectif dont on parle. Donc, je vais vous présenter ces différents piliers à chaque fois, et vous verrez que ce ne sont pas des solutions miracles, ce sont des pistes, en fait, à travailler et à creuser. Donc, premier pilier, vraiment, pour raviver l'intelligence collective, au-delà de ce socle du but commun, méfiez-vous des terminologies, je les détaille juste après, mais je vous donne... c'est tolérance et diversité cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire jaillir de l'intelligence collective, il faut un environnement, et on en parlait avec la délibération, où les idées circulent. Et pour que les idées circulent, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des discours, il faut qu'il se passe des choses où on n'est pas juste dans le confort de l'entre-soi. Et je crois que c'est déjà un des points qui peut paraître évident, mais qui est un des plus difficiles aujourd'hui. C'est extrêmement dur, en fait. En plus, on est nourri par des algorithmes qui alimentent, qui nous confirment en permanence ce qu'on pense et qui nous nourrissent en fonction de ce qu'on... Ah ouais, mais j'ai vraiment raison de penser ça, regarde. Donc, ce qui est très difficile, c'est de retrouver aujourd'hui encore un contexte de diversité cognitive et qui passe par effectivement ce qu'on va lire, les gens avec qui on va discuter, la capacité à avoir un vrai discours, un vrai débat et donc des opinions contraires. Et non seulement des opinions contraires, mais aussi des cognitions contraires. Et vous voyez, dans les 82% des jeunes gens qui disent que c'est difficile, c'est aussi parce que, alors moi je le mesure puisque mon métier est quand même le reste du temps la pédagogie, mais
on ne fonctionne pas de la même façon. On ne comprend pas les mêmes choses. On ne retient pas les mêmes choses. Si là, on faisait un test et qu'on sortait de cette intervention, mais c'est tout, quand on transmet, je vous assure que c'est très drôle comme expérience, vous ne retiendrez pas, certains vont juste retenir une fréquence de voix, d'autres des images, d'autres des auteurs, d'autres voilà, des fourmis. Elle a parlé de quoi? De fourmis. Donc, la difficulté aussi, c'est que c'est très dur. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Fiat, qui dit un des trucs les plus durs du vivre ensemble, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport au temps. Et alors, Éric Fiat, je fais une parenthèse, est un philosophe extraordinaire qui travaille le temps de l'homme à l'origine de l'homme bien portant et de l'homme malade. Il dit à partir du moment où on est malade, en fait, on rentre dans une autre temporalité. Et plus généralement, il a travaillé sur les différences de temps dans la société, en expliquant finalement qu'on est toujours le lent ou le rapide de quelqu'un. Et que rien que ça, rien que ce petit frottement d'altérité, il est déjà insupportable. Parce qu'on est toujours « mais qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, ça fait 10 minutes qu'on est prêt, quoi. Donc, et ça vient de temps de vivre ensemble. Et Éric Fiat va plus loin dans cette réflexion. Il y a le temps et il y a aussi nos cognitions qui sont différentes. Et donc, vous voyez que déjà, retrouver des espaces où on est ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes opinions, alors qu'on n'a pas la même cognition, alors qu'on n'a pas la même temporalité, c'est usant parce que ça nous confronte. Mais pourtant, c'est là où il peut émerger des choses différentes parce que justement, on est différents. Parce qu'on entend des choses qu'on n'aurait pas entendues si on était resté dans le confort de notre entre-soi. Donc, c'est intéressant cette diversité cognitive et cette tolérance, parce que cette tolérance, c'est un mot très galvaudé, mais qui, quand on la vit, est vraiment quelque chose de particulier. Entendre quelqu'un qui est en désaccord avec nous, et parfois avec des convictions profondes, c'est quelque chose de très complexe. Donc comment on y parvient, comment on y arrive et de quelle façon? Il y a un professeur, je vous en parlais, enfin je le mentionnais rapidement, qui s'appelle Richard Sennett, qui est sociologue et qui est professeur à la London School of Economics, qui donne l'exemple justement d'une répétition à laquelle il a assisté du quatuor de l'octuor de Schubert. Et il dit ce qu'il trouvait fou, c'est que chacun répétait sa partie de manière dissonante en fait, et que ensemble, c'était pas un consensus. Chacun fait une partie différente et joue quelque chose de différent selon l'instrument qu'il est en train de jouer, et pourtant l'ensemble devient harmonieux. Il disait finalement, on doit arrêter de croire que le vivre ensemble est un consensus. C'est pas être d'accord, c'est la capacité à écouter nos désaccords et à quand même agir ensemble. Autant dire qu'on a du boulot, plutôt savoir écouter et savoir vivre le désaccord. Le deuxième pilier, donc celui-ci, diversité cognitive, comment on crée des espaces justement où il y a cette diversité cognitive et cette tolérance possible. Le deuxième pilier est ce qu'on appelle, alors là encore, méfions-nous des terminologies, est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence collective, comme le disait John Dewey, il faut la tester par des actions coopératives. Et bien peut-être que ces actions, elles ne seront pas parfaites. Et ça ne doit pas pour autant discréditer la puissance de l'intelligence collective. Et peut-être que ce qu'on va mettre en place au départ va être chaotique. Peut-être que ce qu'on va mettre en place va se révéler être moins pertinent que ce qu'on pensait, va se révéler être plus bancal, et puis il y aura des problématiques qu'on n'a pas vues, et puis il y en aura d'autres qui vont émerger. Mais pour autant, c'est la capacité, comment on laisse l'espace de tester et d'améliorer. Et en fait, bien souvent, on s'aperçoit qu'on a une espérance de perfection tellement grande que souvent elle nous empêche justement d'aller vers de l'action coopérative. Parce qu'évidemment, quand tu as plein de gens et qu'on va déterminer une solution, évidemment que cette solution, elle risque d'être bancale, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se priver de cette action. Je vous donne, pour vous faire rire et pour ceux qui retiendront les anecdotes de cette intervention, c'est à eux que je parle, à ces cerveaux qui retiennent des images. Vous avez peut-être vu déjà le marshmallow test. C'est un test un peu connu, je vous enverrai un lien de la vidéo parce qu'il est extrêmement drôle. On demande à une équipe d'adultes et à une équipe d'enfants de réaliser une tour avec des marshmallows et des spaghettis. Ils ont 10 minutes, un paquet de marshmallows, un paquet de spaghettis, ils ont 10 minutes pour réaliser la tour. L'écran est coupé en deux. Alors l'équipe d'adultes, je vous la fais courte, discute.
Ok, alors c'est extrêmement sérieux. Moi, la vidéo me fait mourir de rire parce que c'est extrêmement sérieux. On a vraiment l'impression d'être voilà, au G20. Chacun prend la parole en disant son plan, etc. Je vous la fais courte, les 10 minutes passent. Ils n'ont pas ouvert le paquet de chamallows. Ils n'ont pas ouvert le paquet de spaghettis. De l'autre côté de l'écran, parce que l'écran est splitté, il y a des enfants, évidemment. Alors là, c'est extraordinaire. Il y en a un qui court autour de la table avec un chamallow. Alors moi, j'ai toujours envie de retrouver cet enfant qui court autour de la table avec un chamallow, parce qu'en termes de cognition, il est quand même pas mal. Donc il y en a d'autres qui pètent des spaghettis. Enfin, il y en a absolument partout. C'est un carnage. Ils tentent plein de trucs. Toujours est-il qu'au bout des 10 minutes, il y a une tour. Donc on n'a pas tout à fait compris de quelle façon, mais en tout cas, la consigne est respectée. Et ça me fait toujours sourire dans ce droit à l'erreur, parce que c'est le droit à l'exploration. C'est le droit de tester, c'est le droit de remanier, c'est le droit d'ajuster. Et je crois que bien souvent dans nos communautés, et là je vous dis, c'est aussi bien, alors évidemment que le droit à l'exploration à l'échelle de la société, à l'échelle de l'entreprise, il faut qu'il soit encadré, parce que évidemment qu'il y a des périls, mais avoir un minimum de possibilités de se dire ça ne va pas être parfait, mais on va plutôt ajuster et apprendre de ces ajustements. Mais à l'échelle de la famille et à l'échelle du couple, c'est extrêmement pertinent ce droit à l'erreur. Peut-être qu'on va évoluer, peut-être qu'on va devoir changer des choses, peut-être qu'on va devoir se parler autrement, peut-être qu'on a mis en place une organisation et en fait cette organisation, elle ne nous convient pas. Et peut-être qu'on va la reparler et la remettre en place. Donc cette possibilité de la diversité cognitive et droit à l'erreur. Troisième pilier, alors le terme n'est pas forcément parlant, mais vous allez voir, vous allez le saisir, c'est ce qu'on appelle la résolution. Ici, c'est vraiment c'est Linda Hill, qui est une ethnographe que j'aime beaucoup, qui en parle le mieux. Elle dit, n'oubliez pas, la contrainte, c'est d'aménager quelque chose de nouveau ensemble. C'est-à-dire vraiment, et là, rappelez-vous, parce que c'est une référence directe à cette fertilisation croisée, c'est de dire un des piliers, c'est de ne pas entrer dans la pièce en se disant « j'espère que mon camp va gagner ». C'est réussir à élaborer quelque chose d'inédit et se laisser la possibilité que quelque chose d'inédit surgisse. Et donc, ce n'est pas juste ce brainstorming de chacun donne ses idées. Ah, c'est toi, c'est la tienne la meilleure. C'est que le fait d'être ensemble crée quelque chose d'inédit. Et ça, ce pilier de la résolution, il prend du temps. Et il faut se connaître, et il faut se parler, et il faut passer du temps ensemble. Et je ne veux pas du tout dire que... mais une des difficultés, encore une fois, en intervenant comme beaucoup dans le monde de l'entreprise, c'est sûr que ce n'est pas facile d'avoir ce temps-là et cette émergence-là avec du 100% télétravail. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps informel, il y a beaucoup de connaissances de l'autre, il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de laisser, vous voyez, en suspens, le truc se faire. Si je vous dis, là, les gars, on doit avoir une bonne idée là dans les 12 minutes. En fait, il y a une espèce de sentiment de panique et il va se passer ce dont on parlait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole et qui, parce qu'il est plus créatif, plus vif, parce qu'il a passé une journée plus reposante, va proposer un truc, on va se dire, allez, banco, on te suit. L'idée de la résolution, c'est de laisser infuser, vous voyez, l'écosystème. Et Linda Hill donne d'ailleurs l'image d'un écosystème où il faut passer du temps, en fait, parce qu'il faut vraiment qu'en fait, tout communique ensemble. Et puis un jour, au bout d'un moment, on découvre que ça a fait un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, effectivement, diversité cognitive, véritable débat, le droit à l'erreur, à l'ajustement, se laisser le temps aussi d'une idée novatrice et d'une idée inédite. Et le quatrième pilier, mais qui, à mon sens, sous-tend tous les autres. Donc, je ne l'aurais pas forcément mis en quatrième, mais sous-tend tous les autres, c'est, et ça peut vous paraître un peu naïf, mais ça ne l'est pas, c'est la confiance. En fait, il n'y a pas d'intelligence collective ni dans le couple, ni dans la famille, ni dans les équipes, ni dans la société, s'il n'y a pas de confiance. Et c'est peut-être ce qui, parfois, nous manque le plus, et c'est pour ça que j'en ferai un des piliers, un des plus importants. Comment on construit des espaces de confiance, et pas seulement des espaces d'autorité et d'obligation, mais des espaces vraiment de confiance les uns à l'égard des autres. Et plus les sociétés misent sur des modèles de confiance et de responsabilité individuelle, plus en fait le collectif peut aussi fonctionner. Il y a dans cette histoire de la confiance, puisque
je parle toujours à deux niveaux, et le collectif, mais aussi dans des collectifs plus petits. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce reportage sur David Beckham. Et oui, après les fourmis, après les marshmallows, il est 19h47, nous en sommes à David Beckham. On a bien fait de m'inviter. Pourquoi je vous parle de David Beckham? Parce que vous avez peut-être vu ce documentaire sur Netflix, ce moment où l'Angleterre a un carton rouge et donc où l'Angleterre où David Beckham a et l'Angleterre est éliminée de la Coupe du Monde. S'ensuit une période horrible pour Beckham, puisqu'il est moqué, il est déconsidéré, il y a une espèce de poupée à son effigie devant des pubs, on lui crache dessus dans la rue, il y a des paparazzis toute la journée en bas de chez lui. Donc vraiment sale moment pour David Beckham. Et le journaliste, à un moment dans le reportage, lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a fait continuer ? Qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Parce que c'est un tel degré de... » Et là, il répond vraiment de but en blanc. Finalement, ce qui m'a fait tenir, c'est parce que quand j'arrivais dans le vestiaire, avec les gars de Manchester, en fait, voilà, j'avais ma place au vestiaire, quoi. J'avais leur confiance. Et il dit, c'était pas une confiance de fausse bienveillante, c'est un peu ah mais si, t'es quand même bon. Non, la question se posait pas. La confiance était absolument, parfaitement intacte. Et donc du coup, il dit, bien sûr qu'en fait tu te remets, et bien sûr qu'en fait tu te portes parce que t'es sécurisé. Et parce que t'es sécurisé, oui, ok, c'est un sale moment, c'est pas marrant, tu coupes, tu fermes, voilà, t'es avec les gars. Il dit, j'enfilais le maillot, j'allais courir sous la pluie dans le stade, et voilà, et basta, et j'ai traversé. Donc, je vous prends cet exemple qui peut vous paraître un peu étrange, mais parce que pour moi, c'est très parlant sur qu'est-ce que ça veut dire d'être justement dans un espace où, quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on se dit, ou les difficultés qu'on traverse, on est sécurisé. Et l'intelligence collective, dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise ou dans la société, si on se dit ça va être chaud, peut-être qu'on va se dire des sales trucs, peut-être que ça va être compliqué, mais on en sortira ensemble. Évidemment qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Et évidemment qu'on va avoir plus de créativité, etc. Sur ce point de la confiance, je suis toujours surprise à quel point c'est confirmé par... moi, je ne suis pas du tout obsédée par les neurosciences, mais de temps en temps, c'est intéressant de voir quand même l'impact que ça a. C'est confirmé que quand les individus se sentent dans un climat de confiance et de sécurité, ça s'active plus, quoi. Et que quand on se sent en insécurité, quand on a peur, parce qu'on a peur de perdre son job, parce qu'on a peur de se faire engueuler, parce qu'on a peur de susciter une énième crise, on a un peu nos synapses qui se rétractent. C'est aussi l'heure où je vous imite des synapses qui se rétractent. Tout est possible ce soir. Donc on a aussi des sites, on est un peu figé en fait. Donc la confiance, c'est quand même un pilier indispensable dans cette affaire. Et du coup, vous voyez pourquoi je vous présente ces différentes perspectives, parce que, au fond, ce que j'avais particulièrement envie de transmettre ce soir, c'est que ça se construit. C'est pas en un claquement de doigts que tout d'un coup on met tous ces piliers en place. Il faut avoir en tête que c'est difficile, mais que ça vaut profondément la peine. Et que, au crépuscule de tout, moi j'ai en parallèle de mes études en philosophie du langage, j'ai travaillé en éthique médicale pendant un certain temps, et notamment en me spécialisant sur les soins palliatifs. On passe de David Beckham aux soins palliatifs. Et donc, j'ai fait un stage de 4 mois dans une unité de soins palliatifs, et vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Déjà, c'est un lieu assez étonnant, parce que beaucoup plus joyeux que ce qu'on pense. Enfin, étrangement plus vivant que ce qu'on pense. Et pourtant, on est au bout du bout, quoi. Mais on n'est plus dans la résolution, on est dans autre chose. Donc, on est dans une présence au vivant assez singulière. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que la seule chose dont les gens se souviennent, c'est de ce qu'ils ont vécu avec les autres. Et quand on demande aux gens de quoi tu te souviens, les gens te racontent que les grands soirs, que les victoires, que les grands moments collectifs, avec leurs collègues, avec leurs amis, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Donc, quand même, c'est difficile de vivre avec l'autre,
mais quand même, in fine, c'est la seule chose dont on se souvient. Donc ça vaut peut-être quand même la peine de s'interroger 2-3 secondes sur qu'est-ce qu'on fait de ces piliers, comment on les construit et comment on les met en place. Et au fond, tout ce que ça sous-tend, et peut-être la question qui pour moi sera l'objet d'un prochain livre, mais que je vous soumets aussi, on co-crée, ce soir on est en co-création. C'est cette très belle question, et là je vais encore vous citer un truc improbable, mais peu importe. J'ai lu il y a quelques mois une interview de Demi Moore qui parle de Bruce Willis. Et évidemment, Bruce Willis et de sa maladie, puisqu'il a eu une maladie cérébrale atteint de démence, donc évidemment dans un état avancé de sa maladie. Elle dit quelque chose qui m'a semblé très juste et qui, pour moi, rejoint tout ce qu'on s'est dit ce soir. Elle dit, si on s'attend à le voir comme le héros de Die Hard, bah évidemment que ce n'est pas possible, en fait. Évidemment que, et elle le dit avec beaucoup d'émotion, mais évidemment qu'il y a de l'exaspération, de la frustration, de la colère, de la tristesse infinie. Mais si on se pose la question, à quel endroit je le rencontre là où il est? Ben là, ça va être différent. Et je crois que cette question, à quel endroit on se rencontre à nouveau, là je fais un effort pour ne pas pleurer, c'est une des plus belles questions pour moi, une des questions philosophiques les plus essentielles, je crois, de la période que nous traversons tous collectivement et des différentes crises qui nous font face. À quel endroit on va se rencontrer à nouveau? Quel que soit le sujet que nous évoquons, comment est-il possible de se rencontrer à nouveau? Et du coup, de se rencontrer en allant les uns les autres là où nous sommes. Pas là où on aimerait que l'autre soit, mais là où nous sommes. Donc, et évidemment, ce que j'avais profondément envie de vous transmettre, c'est cette question-là, à quel endroit on se rencontre, et de vous dire à quel point ça vaut la peine. Alors, pas seulement parce que c'est la seule chose dont on se souvient, mais aussi parce que les défis qui nous attendent, et ils sont nombreux, ne pourront être relevés que collectivement. Il n'y a pas de... Voilà, l'individualisme dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons vécu, dans lequel nous élevons parfois nos enfants, arrive tout de même à ses limites. Et tous les défis qui nous font face seront des défis que nous allons devoir adresser collectivement, donc autant se retrousser les manches et le vivre ensemble. Je vais terminer par un texte qui n'est pas le texte, comme ce midi, d'un philosophe, mais plutôt d'un auteur qui s'appelle Paul Auster, un très joli livre, Tombouctou. Je vous le lis, je crois qu'il n'y a pas besoin de le commenter. Rendre le monde meilleur. Apporter un peu de beauté dans les coins ternes et monotones des âmes. On peut faire ça avec un grille-pain, on peut le faire avec un poème, on peut le faire en tendant la main à un inconnu. Peu importe la forme que ça prend. Laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé, c'est ce qu'un homme peut faire de mieux, et nous pouvons le faire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci.